Il suffit de fermer les yeux un instant et de planter le décor pour ceux qui nous écoutent. D'accord, on imagine la scène. En fait, on se trouve dans une salle d'opération hyper moderne. Ouais, le genre d'environnement très clinique. C'est ça, il y a cette lumière crue, presque aveuglante des néons au plafond, Mhm. l'odeur piquante des antiseptiques qui flottent dans l'air, et puis on entend le cliquetis métallique, le son très froid, des instruments chirurgicaux qu'on dépose sur les plateaux en acier. Une ambiance assez stressante au final. Totalement. Et puis surtout, il y a ce son particulièrement angoissant, le vrombissement aigu d'une perceuse médicale. Ah oui, le trépan. Voilà, un trépan qui est littéralement en train d'ouvrir une boîte crânienne. En fait, c'est le genre de scène qui, naturellement, déclenche toutes les alarmes de stress dans l'esprit humain. C'est clair. La simple idée donne des sueurs froides. Bah, le truc incroyable, c'est qu'au milieu de tout ce chaos hautement technologique et très invasif, le patient allongé sur la table ne ressent aucune peur. Aucune peur, vraiment. Zéro. En fait, son esprit se trouve à des milliers de kilomètres de là, paisiblement installé sur le sable chaud d'une plage ensoleillée. C'est fou ça. Bercé par le bruit des vagues, il sent presque la brise marine sur son visage, quoi. C'est un contraste absolu, presque vertigineux quand on y pense. La violence physique extrême de l'acte chirurgical d'un côté et une tranquillité mentale parfaite de l'autre. Exactement. Et c'est la mission de notre plongée en profondeur aujourd'hui. On va comprendre comment l'hypnose profonde réussit ce tour de force. Le fait de bloquer la douleur. Oui, de bloquer la douleur à un point tel qu'elle peut carrément remplacer l'anesthésie chimique lors de chirurgies lourdes. C'est une vraie révolution dans les blocs opératoires. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que ceci n'est pas un avis médical, mais bien une exploration fascinante des capacités du cerveau humain. Une précision toujours cruciale, ouais, quand on aborde des thématiques cliniques avec notre auditoire. Bon, décortiquons tout ça. Pour bien saisir ce qui se passe, j'aime bien utiliser l'analogie d'un téléviseur. D'accord, je t'écoute. Face à la douleur, l'anesthésie classique ou les médicaments, en fait, ils se contentent de baisser le volume. Voire de couper le son en endormant la machine complètement. C'est ça. Mais l'hypnose profonde, c'est pas du tout ça. Elle ne fait pas que baisser le volume de la douleur. Elle utilise carrément la télécommande pour changer de chaîne. Ah, je vois, donc on passe sur un autre programme. Exactement. La réalité chirurgicale n'est plus en sourdine, elle n'existe tout simplement plus. Elle est remplacée par un autre programme diffusé en haute définition dans l'esprit du patient. Et pour bien comprendre comment cette bascule cognitive a gagné sa place dans nos blocs opératoires modernes, il faut faire un petit saut dans le temps. Un saut dans le temps, genre de quelques années. Non, bien plus que ça. En fait, l'utilisation de l'hypnose en chirurgie, c'est absolument pas une mode récente. Ah bon? Les bases de cette pratique ont été posées très exactement en 1845. Et ça se passait en Inde? En 1845. Ouais. Mais on opérait comment à l'époque? Justement, le docteur James Esdale, un chirurgien écossais, s'est retrouvé à devoir opérer dans des conditions où l'anesthésie chimique n'existait pas encore. L'horreur absolue, quoi, hein. Totalement. Du coup, il a commencé à utiliser ce qu'il nommait à l'époque le coma hypnotique. Le coma hypnotique. C'est un terme assez fort, hein? Oui, c'est un état de conscience si profond qu'il porte aujourd'hui son nom, on appelle ça l'état d'Esdale. D'accord. Et le docteur parvenait à réaliser des interventions majeures, comme des amputations de membres ou des ablations de tumeurs massives sans la moindre goutte d'anesthésiant. Attends, des amputations entières? Juste avec le pouvoir de la voix et de la suggestion? Exactement. C'est presque difficile à croire quand on connaît la fulgurance de la douleur que représente, je sais pas, une simple coupure au doigt avec du papier. Ce qui est fascinant ici, c'est que cet état produit une réaction physiologique vraiment spectaculaire. C'est une anesthésie générale totalement automatique. Automatique. C'est-à-dire, Elle est couplée à une catatonie du corps. Le système nerveux se déconnecte complètement des stimuli douloureux. donc le patient ne sent plus rien, physiquement. C'est ça. Les muscles perdent toute leur tension, ils deviennent étonnamment souples, flacides. Incroyable. Et le médecin n'avait même pas besoin de formuler une suggestion spécifique du genre la douleur disparaît. Ah, donc l'état en lui-même suffisait. Oui, l'état de transe était si profond que l'analgésie en était juste une conséquence naturelle, un effet secondaire de cet isolement mental extrême. Alors, je comprends l'idée de la transe au 19e siècle, hein, quand on n'a rien d'autre sous la main et qu'il faut amputer en urgence. Mais aujourd'hui, C'est vrai qu'aujourd'hui le contexte est différent. au 19e siècle avec succès, comment cette technique s'intègre-t-elle aujourd'hui dans l'environnement hyper technologique de nos blocs opératoires modernes? C'est une excellente question. Parce que bon, on a des anesthésiques ultra sécurisés, des machines dernier cri, on contrôle tout. C'est pas un peu risqué de parier sur l'esprit du patient plutôt que sur une dose bien calculée que sédatif? Eh bien,
La réponse réside en fait dans la vulnérabilité de certains organismes face à cette fameuse médecine hyper technologique. C'est-à-dire, Les produits chimiques sont trop forts. voilà, l'anesthésie générale chimique, ça implique de paralyser le système respiratoire, d'intuber la personne, d'administrer des cocktails médicamenteux hyper lourds. Ce qui n'est pas anodin, c'est sûr. Pour un profil jeune et en bonne santé, le risque est géré. Mais pour des personnes très fragiles, âgées ou qui ont de multiples pathologies, là, l'anesthésie générale devient un facteur de risque vital majeur. Donc le remède devient presque pire que le mal. Les variations de tension liées aux produits chimiques peuvent provoquer des arrêts cardiaques ou même des accidents vasculaires. Du coup, l'hypnose profonde devient une indication médicale de premier choix pour esquiver ce choc chimique. En gros, c'est une manière de préserver un corps qui est déjà très affaibli. Complètement. D'ailleurs, les sources qu'on explore relatent un cas clinique super intéressant documenté par la neurochirurgienne Sylvia Morard. Ah oui, le cas du patient âgé. C'est ça, un homme de 82 ans qui arrive aux urgences avec un hématome intracrânien. Donc du sang qui fait pression sur le cerveau. Il faut l'opérer d'urgence, ouvrir la boîte crânienne pour évacuer ce sang. Mais à 82 ans, le plonger dans un coma artificiel chimique, ça risquait tout simplement de le tuer. D'accord, l'équipe était au pied du mur. L'équipe décide donc de réaliser cette chirurgie crânienne sous hypnose profonde. Étant ouvrir le crâne d'un homme de 82 ans éveillé. Mais c'est un processus qui doit durer des heures, non? Oui, jusqu'à 3 heures d'opération. Donc le but, c'est pas juste de le détendre avec une petite musique douce en fond. Ah non, pas du tout. Le but du praticien en hypnose, c'est d'induire une dissociation extrême, de plonger l'individu dans une réalité virtuelle très vivace. C'est là qu'intervient la fameuse plage. Exactement. Pour cet homme, c'était le fait de se retrouver en vacances sur une plage, avec tous les détails sensoriels, le grain du sable, la chaleur du soleil, l'odeur de l'eau salée. Et le praticien reste avec lui pendant toute la durée? Oui, mais une fois cette transe très profonde installée, il devient très directif, très économe en mots. Il ne fait pas la conversation, quoi. Non, toute son énergie se concentre uniquement sur le maintien de cet état de déconnexion. Il y a quand même un détail logistique qui m'intrigue là-dedans. Vas-y. Dans une neurochirurgie, on est d'accord que la zone est stérilisée, entourée de bâches chirurgicales, le visage du patient est littéralement recouvert par les champs opératoires. Oui, on ne voit que la zone à opérer. Mais du coup, comment le chirurgien peut-il être sûr que la personne ne souffre pas le martyre en silence? S'il fait une grimace de douleur ou qu'il lâche une larme, personne ne peut le voir à cause des draps. En fait, le chirurgien n'a même pas besoin de regarder le visage. Ah non? Non, tout est lisible sur les moniteurs de la salle d'opération. La neurophysiologie, elle, ne mange jamais. C'est vrai que le corps réagit tout seul. Quand un être humain a peur ou souffre, le système nerveux sympathique s'emballe de manière incontrôlable. Le rythme cardiaque s'accélère violemment, la tension grimpe. Et là, sous hypnose, que disent les écrans? Sous hypnose profonde, les écrans montrent un rythme cardiaque parfaitement stable. Il n'y a aucune variation, aucune tachycardie. Même au moment où le scalpel incise la peau. Pas même à ce moment-là. C'est un isolement sensoriel total. Ils utilisent même une tétière à pointe pour fixer la tête avec des vis métalliques et bloquer tout mouvement. Aïe, une manœuvre hyper traumatisante. Et le patient ne réagit absolument pas. Mais comment est-ce neurologiquement possible? Parce que bon, si on incise la peau, les nerfs de la tête envoient forcément un signal de douleur aiguë vers le cerveau, non? Le signal est envoyé, oui. L'hypnose ne coupe physiquement aucun nerf. C'est comme un standard téléphonique submergé d'appels d'urgence. C'est une bonne image. L'anesthésie classique, elle, coupe les fils électriques du bâtiment, donc le téléphone sonne plus. Mais avec l'hypnose, les fils sont intacts. Le cortex cérébral agit en fait précisément comme un standardiste qui décide de rediriger massivement les appels. Redirigés comment? Les récepteurs de la douleur, les nocicepteurs, envoient bel et bien le signal électrique. Ça remonte la moelle épinière, ça arrive à la base du cerveau, dans une zone qu'on appelle le thalamus. D'accord, le thalamus. Et c'est là que ça bloque? C'est là que la magie opère. Le cerveau conscient, qui est profondément focalisé sur la réalité virtuelle de la plage, ferme ce qu'on appelle la porte sensorielle. Ah, donc le standardiste ignore les appels. Les appels arrivent, mais il les redirige vers une boîte vocale qui ne sera jamais écoutée. La conscience est juste occupée sur une autre ligne. C'est fascinant. Le signal nociceptif est jeté à la poubelle avant même d'être traduit en douleur consciente. D'accord, donc la douleur physique est bloquée. Mais qu'en est-il de l'environnement immédiat? C'est-à-dire, Un bloc opératoire, c'est pas silencieux. Surtout quand on utilise une perceuse médicale sur de l'os juste à côté des oreilles. c'est vrai, ça fait un bruit énorme. Logiquement, un bruit aussi assourdissant, ça devrait fracasser la transe en 1000 morceaux. Comme quand on dort profondément et qu'un gros klaxon nous réveille en sursaut.
dans la rue. Eh bien, l'esprit sous hypnose déploie un instinct de survie cognitive vraiment remarquable. Il ignore le son? Non, il ne fait pas que fuir la réalité, il l'absorbe. Pendant l'opération de ce patient de 82 ans, un truc inattendu s'est produit. Raconte. Alors que le crâne était ouvert, la chirurgienne, Sylvia Morar, s'est rendue compte qu'il manquait le câble stérile pour faire fonctionner sa perceuse. Oups, le genre de détail qui stresse bien. Elle a commencé à s'agiter, cherchant nerveusement autour d'elle, demandant à l'infirmière où était ce câble. Le ton est monté dans le bloc. Et le patient dans tout ça? Le patient, bien qu'en transe, a perçu cette agitation vocale et surtout il a perçu ce mot, le mot câble. C'est là que ça devient vraiment intéressant. J'imagine que c'est le moment de panique totale. On pourrait le croire. Le cerveau entend le mot câble, entend l'agitation médicale, comprend que le crâne est à l'air libre, et bam, la transe se brise et le patient se réveille en hurlant. Et non, cela soulève une question importante sur nos mécanismes de défense. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'hallucination intégrative. L'hallucination intégrative, C'est quoi ça? le cerveau détecte une anomalie menaçante dans son environnement physique. Et pour empêcher le retour fulgurant de la douleur et de la panique, il trouve une justification scénaristique immédiate. Pour inclure l'anomalie dans la réalité virtuelle. Exactement. Il a pris l'information « il manque un câble » et il l'a téléporté sur sa plage. Sérieusement. Dans son esprit, ce n'était plus la chirurgienne qui cherchait un câble médical, c'était lui-même, sur sa plage, qui se mettait à s'énerver parce qu'il ne trouvait pas ce foutu câble dans l'eau salée de ses vacances. C'est brillant! Le cerveau se comporte vraiment comme un metteur en scène qui improvise en direct pour sauver la pièce de théâtre. C'est une excellente métaphore. Il transforme une angoisse mortelle liée à une chirurgie cérébrale en une simple contrariété estivale, l'illusion parfaite pour protéger de l'insoutenable, quoi. L'esprit transmute la menace en un élément inoffensif, bien qu'agaçant, du décor. Et ça permet de maintenir la protection du corps sans interrompre le programme de la télécommande. Et ça a marché jusqu'au bout. Oui, et si on relie ça à une vision plus globale, le bénéfice de ce mécanisme dépasse de très loin la simple durée de l'opération. Justement, l'opération finit bien par se terminer à un moment donné. Bien sûr. Le crâne est refermé, les champs opératoires sont retirés, le patient doit bien revenir de sa plage. Le moment du réveil, oui. Que se passe-t-il à la seconde où il ouvre les yeux? Son corps doit bien se rendre compte de l'effroyable traumatisme qu'il vient de subir dans sa chair et dans l'os. Sous une anesthésie générale classique, le réveil est souvent rude, c'est vrai. Le corps est épuisé. Même si la conscience était éteinte, le système nerveux végétatif a enregistré l'agression. Ça déclenche une production massive de cortisol, l'hormone du stress. C'est ce qui pompe toute l'énergie. C'est ce qu'on appelle la charge allostatique, l'usure physiologique profonde du corps. Le patient se réveille souvent très confus, endolori, son corps se bat contre le traumatisme. Et avec l'hypnose alors? C'est différent? Complètement différent. On observe le miracle de l'amnésie post-hypnotique. Le cerveau élimine les pensées et la mémoire du traumatisme chirurgical. Donc aucune trace de la violence de l'acte. Le corps a été incisé, opéré, refermé, mais l'inconscient n'a pas enregistré de violence. La charge allostatique est infime. L'esprit n'y était pas, donc le corps n'a pas besoin de déclencher un état de choc en fait. Le réveil du patient de 82 ans en est la preuve formelle. Comment il a réagi en ouvrant les yeux? Quand les médecins l'ont ramené à son état de conscience normal, ils s'attendaient logiquement à ce qu'il demande si l'hématome avait bien été évacué, s'il était hors de danger. La réaction normale après une neurochirurgie, quoi. Mais au lieu de cela, sa seule préoccupation, c'était une colère résiduelle. Il pestait ouvertement d'avoir dû chercher pendant des heures ce fameux câble imaginaire sur la plage. Non, c'est pas vrai. Il était bloqué sur son câble. Oui, l'opération du cerveau n'existait tout simplement pas dans sa mémoire récente. Seul son problème d'équipement de vacances comptait. C'est hallucinant. Il se réveillait non pas comme un miraculé des soins intensifs, mais juste comme quelqu'un qui rentre d'une sieste hyper frustrante. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est toute la question de l'impact psychologique sur la guérison. Ça montre que le confort mental devient vraiment la clé de la guérison physique. En remplaçant un traumatisme chirurgical lourd par un simple souvenir de vacances virtuelles, le patient va pouvoir combattre choc émotionnel et cellulaire. Ses suites post-opératoires sont incroyablement plus sereines. Toute son énergie peut être dédiée à la réparation de ses tissus. La conscience agit vraiment comme un bouclier actif qui sécurise la matière. C'est magique quand on y pense. C'est un changement de paradigme fondamental dans l'approche médicale d'aujourd'hui. On utilise la capacité du cerveau à créer une réalité alternative assez puissante pour court-circuiter les signaux d'alerte les plus extrêmes. Ça remet pas mal de choses en perspective. Ça prouve surtout que notre esprit détient une autorité directe et modulable sur notre perception physique. Ce qui amène inévitablement une réflexion qui dépasse très largement les murs blancs de notre bloc opératoire. C'est clair. Quand on y réfléchit sérieusement, si l'esprit humain est capable
sous la bonne guidance, de réécrire complètement en temps réel le traumatisme extrême d'une chirurgie crânienne, De transformer une opération en journée plage. s'il peut métamorphoser le son terrifiant d'un trépan et la douleur de l'os percé en une journée un peu agaçante à chercher un câble au bord de l'eau, quelles autres réalités stressantes, pesantes ou douloureuses de la vie quotidienne notre propre cerveau serait-il capable d'effacer ou de réinventer? C'est une perspective immense. Il est fascinant d'imaginer ce que l'on pourrait accomplir si on apprenait à maîtriser consciemment cette fameuse télécommande de notre esprit. Les territoires de résilience et de puissance de création que notre cerveau abrite sont vertigineux. Et la science moderne commence à peine à en cartographier toutes les limites. Merci d'avoir suivi cette exploration.